Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à la sécurité et son monde capitaliste, autour d'un ouvrage collectif, critique de la sécurité, accumulation capitaliste et pacification sociale, qui paraît en septembre 2017 aux éditions Hétérotopia. Et pour discuter de cet ouvrage et de la critique de la sécurité qu'elle propose, nous sommes avec Memphis, marxiste et co-directeur de l'ouvrage. Bonjour Memphis. Salut, merci pour l'invitation. Il n'y a pas de quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on t'a invité ? C'est parce que on parle beaucoup de la critique des politiques sécuritaires depuis un certain nombre d'années dans les milieux anarchistes, marxistes, d'extrême gauche en général. Il y a également une forte critique de l'état d'urgence qui s'est développée, dont on a déjà parlé dans une émission d'histoire critique de l'état d'urgence avec Marius Loris. On a également consacré des émissions de critique du maintien de l'ordre. Et là, on voulait peut-être prendre un peu de recul sur voilà, la critique des politiques sécuritaires et peut-être s'interroger si il ne fallait pas aller, et c'est ce à quoi votre projet et votre introduction invitent, aller au-delà juste d'une dénonciation de l'atteinte aux libertés fondamentales, la restriction de l'état de droit, l'état policier, etc. Et peut-être penser la sécurité comme une catégorie fondamentale du capitalisme qu'il faudrait interroger comme la marchandise, le travail, l'argent et le capital. Donc c'est ce à quoi votre ouvrage s'attaque. On parlera ici surtout dans la première partie des questions, des problématiques, des façons peut-être de réenvisager le problème dont vous parlez dans votre introduction avec Paul Guilibert, même si là tu t'exprimes en ton nom propre. Et dans la deuxième partie, on s'intéressera particulièrement à celui qui semble plus intéressant pour cette critique de la sécurité que vous proposez, qui est Mark Nucleus, qui est un théoricien critique de la sécurité depuis un certain nombre d'années, qui a produit énormément de travaux très intéressants et qui résume un peu une partie au moins de sa conception dans le premier article de l'ouvrage. Et puis on parlera du coup moins des deux autres articles de l'ouvrage qui ont également des aspects intéressants. Le deuxième qui est un peu spécifique, donc on ne voulait pas l'aborder dans l'émission, qui est sur l'antiterrorisme anglo-saxon, pensé à partir d'une analyse, disons, marxiste. Et la troisième partie, le troisième chapitre, pardon, c'est un dialogue avec Claude Serfati, qui lui parle de la sécurité, mais plutôt dans une perspective mondiale, reliée à la question de la mondialisation, de l'impérialisme, de l'armée. Et ça, on l'abordera peut-être dans une autre émission qu'on ferait avec toi, plutôt sur la question voilà, de l'impérialisme. Donc est-ce que tu peux un petit peu présenter justement les limites que tu trouves aux critiques un peu d'extrême gauche des politiques sécuritaires, puis parler de ce que vous avez envisagé comme piste de réflexion, comme nouvelles problématiques, etc. Ouais. Oui, tu as bien résumé la raison d'être de cet ouvrage. À la base, c'était effectivement de s'extraire un peu de cette temporalité de l'urgence que
l'état d'urgence et toutes les mesures de contrôle qui vont avec imposées, et pour se situer à un niveau de réflexion un peu plus général, un peu plus abstrait sur la place de la sécurité dans la reproduction du capitalisme. En effet, donc à gauche, on a beaucoup parlé de l'état d'urgence dans le cadre d'une part de toutes les perquisitions qui ont été menées à l'encontre des populations racisées dans les banlieues, et aussi de la répression des mobilisations contre la COP21 novembre 2015. Et du coup, l'état d'urgence a été thématisé, disons qu'on a thématisé tous les dispositifs sécuritaires qui ont été mobilisés à ce moment-là, ou qui pouvaient potentiellement être mobilisés dans le cadre d'une thématique très répressive. C'est-à-dire, on réprime soit certaines populations de manière préventive parce qu'on estime parce qu'elles sont dangereuses, ou on réprime certaines mobilisations sociales. Mais dans tous les cas, on a été pris dans cette logique vraiment très, 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 très répressive. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est finalement une temporalité, c'est de voir comment l'état d'urgence faisait, comme l'a très bien rappelé Éric Fassin dans un article paru dans Le Monde, je crois en novembre 2015, il faisait cavaliser donc des dispositifs déjà existants, il faisait qu'entériner donc des modalités de traitement de certaines populations normales, et finalement il ne touchait pas globalement la majorité de la population qui pouvait vaquer à ses occupations. Et du coup l'état d'urgence, c'était le constat qu'on posait, faisait davantage reproduisait la normalité capitaliste à travers la gestion sécuritaire normale à travers de nouvelles mesures, plutôt qu'il de constituer une suspension de l'état des choses. Et c'est du coup de ce point de vue-là, pour s'extraire un peu donc de la temporalité politique de la réaction de toutes les mobilisations qu'on a pu avoir, qu'on a cherché à proposer un peu un espace de réflexion plus large que constitue ce bouquin. Oui, c'est donc ce qui est intéressant dans votre introduction, c'est justement que vous montrez bien que, contrairement à l'indignation, disons, des milieux d'extrême gauche, l'état d'urgence n'est pas quelque chose qui est exceptionnel et qui sort de nulle part, et parce que finalement ce serait avaliser le mythe de l'état de droit qui serait merveilleux et qui serait en opposition totale avec l'état d'urgence, alors que les deux sont un peu quand même des continuations l'un de l'autre. C'est pour ça qu'on invoque l'état de droit pour justifier l'état d'urgence. Enfin, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Et puis après, vous montrez bien que c'est pas un dispositif qui s'applique uniformément à toute la population, mais que ce sont, en vertu de la structuration raciste du capitalisme, et notamment du capitalisme français, c'est avant tout les populations racisées qui sont les principales victimes de ces dispositifs. Tout à fait. Enfin, et c'est un peu on voulait un peu s'extirper justement de cette temporalité, parce qu'on la voit reproduite constamment aussi dans le discours anti-répression qui revient dans les milieux militants, qu'on a vu par exemple à l'œuvre au moment de l'affaire Tarnac, où on peut concevoir bien sûr que pour des raisons stratégiques de défense des personnes inculpées, on mobilise justement tout le discours démocratique de la défense des droits. C'est totalement, moi ça me paraît personnellement légitime de défendre les droits démocratiques face à des mesures répressives, mais derrière ça, finalement, de l'extrême gauche jusqu'aux appellistes, jusqu'aux franges les plus libérales de la gauche, il y a toujours une espèce d'idée qu'il y a une normalité démocratique qui se voit suspendue par une montée de l'autoritarisme, et qu'il s'agirait du coup de défendre le statu quo. Or, nous, ce qui nous semble intéressant, c'est de ne pas cultiver une espèce de nostalgie d'un ordre démocratique qui aurait été suspendu par toutes les mesures antiterroristes qui s'enchaînent depuis 30 ans. Plutôt de voir comment on a une co-constitution à la fois d'un certain régime de liberté spécifique au capitalisme, et qui prend une forme spécifique dans le capitalisme démocratique libéral, et
les mesures sécuritaires, les mesures répressives, et de voir qu'on est justement pas dans cette opposition entre la liberté et la sécurité, mais finalement que la sécurité tend plutôt à aménager des espaces, des régimes de liberté particuliers, à réguler, à agencer les droits démocratiques en fonction de certains contextes historiques et en fonction de certaines populations. Et du coup, de penser ensemble la sécurité et la démocratie libérale, et de voir que la sécurité, pour m'exprimer un peu comme le fait un sociologue qui s'appelle Didier Bigot, la sécurité c'est bien davantage un ensemble de mesures illibérales qui sont propres aux régimes libéraux et qui permettent justement de les agencer, de les réagencer et de les maintenir, et de dépasser cette métaphore de la balance sécurité-liberté. Oui, c'est un apport, je trouve, de votre livre, c'est justement de faire un petit peu comme la critique, par exemple, que Marx fait au concept de liberté, et d'en refaire une catégorie spécifique au capitalisme, et d'essayer du coup d'en faire vraiment une théorie critique, et pas simplement de l'invoquer comme, d'invoquer la liberté contre la réalité de la société bourgeoise, mais plutôt de se dire, plutôt que d'invoquer la liberté contre les politiques sécuritaires, est-ce que finalement la sécurité, c'est pas une catégorie fondamentale du capitalisme qui, comme la liberté, doit être, ou comme le travail, doit être questionnée et pas simplement reprise à notre compte. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant que vous expliquez. Et peut-être tu pourrais développer un petit peu justement cet aspect-là. Alors, juste quand on parle de liberté, il s'agit bien sûr d'un régime de liberté situé historiquement, qui repose sur certaines conditions de possibilité, et quand on parle de liberté, c'est la liberté la liberté marchande, on est bien d'accord. Donc c'est le fait que dans la société bourgeoise, qui ne repose pas sur une domination personnelle directe, les gens sont libres d'être exploités en quelque sorte, et qui doivent... Personne ne te force de vendre ta force de travail le matin, de te lever le matin, si ce n'est la logique même de la valorisation capitaliste, qui fait que tu dois vendre ta force de travail pour pouvoir te reproduire. Et du coup, ce qui nous semblait problématique dans la manière dont la sécurité est souvent envisagée, c'est qu'elle est uniquement envisagée, disons, comme sous l'angle de stratégies spécifiques de classe. Mais ces stratégies spécifiques de classe, elles visent finalement aussi à reproduire le type de rapport socio-capitaliste. Oui. Et du coup, ce qui nous semblait intéressant, c'est de penser ensemble la sécurité et la reproduction des conditions de la liberté marchande, c'est-à-dire à quel moment la liberté marchande, justement, à quel moment trop de liberté, justement, risque de nuire à l'équilibre du marché, de l'exploitation, etc. C'est déjà la question que se posait Foucault dans ses cours sur la gouvernementalité. C'est toujours l'idée de moduler en quelque sorte le régime de la liberté marchande sur la base d'un calcul de risque permanent. Et c'est avant tout ça la sécurité, c'est-à-dire c'est de maintenir un certain équilibre social dans lequel l'échange marchand peut se faire en quelque sorte. Et donc c'est pour ça que finalement la sécurité, c'est principalement... Donc c'est la sécurité de l'ordre capitaliste, c'est la sécurité des contrats, c'est la sécurité des personnes en tant qu'ils sont porteurs des rapports socio-capitalistes, et pas de manière générale, puisque s'ils ne sont pas porteurs justement de ces rapports socio-capitalistes, par exemple les prolétaires racisés, à la limite là pour le coup ils sont beaucoup moins intéressants. Là, pour le coup, ils deviennent des sujets, non pas des sujets de la sécurité, mais plutôt des sujets ennemis de la sécurité. Et du coup, sécurité, évidemment, des propriétés, sécurité... On voit vraiment que ça, c'est quelque chose d'intéressant dans votre ouvrage. Le but, c'est de sortir un peu du fétichisme de la sécurité, de sortir de faire de la sécurité quelque chose de général, d'intemporel, une espèce de valeur éternelle de l'humanité, qu'il faudrait contrebalancer avec la liberté, et faire un petit peu comme les débats stériles des libéraux entre la liberté, l'égalité, voilà. Oui, tout à fait. Effectivement, les discours mainstream sur la sécurité que l'on trouve par exemple dans le courant réaliste en relations internationales
tendent à présenter la sécurité comme une valeur intemporelle qui a trait à la nécessité pour une société de persévérer dans son être. Alors, c'est clair que toute société se reproduit d'une manière particulière et reproduit bien sûr les rapports de domination et d'exploitation qui vont avec, mais elle le fait aussi d'une manière particulière avec des rapports sociaux spécifiques, et il nous semble que la manière dont le capitalisme se préserve des dangers qui le guettent, des dangers qu'il produit lui-même, est spécifique, et cette modalité spécifique de se reproduire face aux dangers, face aux menaces qu'il génère constamment, c'est la sécurité. Et il nous semble, alors on n'a pas tellement développé dans cet ouvrage cette intuition-là, mais moi il me semble que la manière dont d'autres sociétés se préservaient des dangers qui les guettaient était un peu différente, ou était même très différente de la manière dont le capitalisme se préserve de ce qui risque de le nuire finalement. Ça transparaît un peu dans notre introduction, mais c'est des intuitions qui, à mon sens, mériterait d'être développé. Du coup, effectivement, la sécurité, c'est pas une valeur naturelle, transhistorique, mais c'est un rapport au danger qui est historiquement ancré. Oui, et c'est pour ça que dans le mot de fétichisme, parce qu'on c'est important quand même de le réexpliquer, donc le fétichisme, ça vient du portugais fetichao, qui veut dire artificiel. Et en fait, le fétichisme, c'est le fait de considérer quelque chose qui est en fait une production sociale historiquement située, Oui. comme justement la sécurité qui est sortie en fait qui est propre à la société bourgeoise, de le fait de le considérer comme quelque chose de naturel. Bien sûr, ouais. Tout à fait. Souvent, les discours sécuritaires vont avec tout un imaginaire biologique. Oui, ça serait dans la nature innée de l'homme, c'est un rapport à la survie, et du coup, on en revient là. Et du coup, c'est pour ça souvent qu'on trouve souvent dans les discours sécuritaires des considérations sociales darwinistes assez dégueulasses, quoi. Oui, et effectivement, alors que, et ça c'est quelque chose que vous développez pas mal dans votre introduction, c'est le fait que, et ça je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental, c'est que la sécurité, donc comme rapport social et aussi un petit peu comme ensemble de discours idéologiques, modèle les sujets, crée des nouvelles subjectivités, et donc du coup, et ça c'est un petit peu particulier, ne doit pas être envisagé uniquement comme une répression, ressentie comme une répression par les individus, mais aussi modèle les subjectivités de manière à ce que finalement la demande de sécurité finisse par émaner d'eux. Oui. Donc finalement on va être martelé de attention au colis suspect, etc. etc. Donc, et c'est pas uniquement qu'un ensemble de discours, ça c'est important de le dire, c'est aussi tout un tas de dispositifs matériels qu'on retrouve dans les aéroports, les écoles et tout ça. Et donc tout ça, ça va produire des nouvelles subjectivités. Est-ce que tu pourrais du coup parler de cet aspect-là ? Oui, alors tout d'abord, tu l'as dit, il faut garder à l'esprit que la sécurité, c'est un rapport social. C'est-à-dire, c'est pas juste un ensemble d'institutions ou de techniques, et il y a souvent, il me semble, un gros problème dans les critiques de gauche de la sécurité et les pratiques politiques qu'elle oriente. On le voit par exemple, je me souviens, il y a une dizaine d'années, dans les débats sur la loi LOPSI 2, ou même ou dans les critiques sur l'installation des dispositifs de vidéoprotection, enfin vidéosurveillance, maintenant on dit vidéoprotection, mais c'est que voilà, il y a une tendance à identifier la sécurité avec ces objets technologiques. Or, ces objets technologiques sont que des vecteurs technologiques qui médiatisent un certain rapport social, c'est-à-dire une manière dont les hommes se rapportent à eux ensemble. Par méfiance, du coup. Oui, voilà, par méfiance, sur la base du risque. Et évidemment que les pratiques de résistance à l'ordre sécuritaire vont avoir des objets spécifiques et s'incarnent dans des objets spécifiques, les caméras, etc. Mais il faut prendre en compte que, comme le travail, on ne peut pas s'extraire on peut pas s'extraire totalement de ce rapport. On est toujours pris au sein de ce rapport, en lutte au sein de celui-ci, en vue de son abolition définitive, quoi. Et du coup, ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que la sécurité, c'est pas juste un ensemble de personnes ou d'institutions ou de dispositifs technologiques qui nous font face, mais c'est un ensemble, c'est un ensemble de rapports sociaux
qui est médiatisé par ces dispositifs et dans lesquels on est pris et qu'on reproduit toutes les échelles de la société en fait. Et qui produit effectivement des types de subjectivités particulières, quoi. C'est-à-dire des subjectivités qui se conçoivent sur le mode du calcul de risque permanent en fait, quoi. Et cette idée que ça on l'a pas tellement développé dans notre introduction, mais c'est quelque chose qui me semble important, c'est cette idée que le risque, c'est finalement le contenu social propre de la sécurité, c'est-à-dire que on se rapporte à un ensemble de facteurs qui nous paraissent menaçants et qui sont envisagés sous une même catégorie qui est le risque. Et du coup, tu as tout un ensemble de processus sociaux très très différents et finalement qui sont envisagés uniquement sous l'angle de leur dangerosité pour la reproduction du capitalisme à différents niveaux. Politique, voilà, risques risque. sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une unité de mesure générale qui est le risque pour tout un ensemble de phénomènes sociaux très différents, et ça se manifeste aujourd'hui par les changements de paradigme qui ont eu lieu donc, dans la sphère sécuritaire depuis 30 ans. Par exemple, quand tu prends l'OTAN, dans les années 90, il y a toutes sortes de débats sur l'objet propre de l'OTAN, si c'est plus les États, si c'est plus la menace soviétique, c'est quoi? C'est tout un ensemble de menaces diffuses et qui sont envisagées à l'aune d'une même unité de mesure qui est le risque. Et il y a, à partir des années 80, plus largement, il y a tout un ensemble de discussions dans le monde de la sécurité sur l'objet référent propre de la sécurité et tout un ensemble de nouveaux objets de la sécurité qui émergent. Et derrière ça, moi, je l'interprète, disons, comme la prise de conscience chez les professionnels de la sécurité que finalement l'objet propre de la sécurité, c'est une espèce de menace universelle. C'est l'ensemble des processus et des phénomènes sociaux qui, à différentes échelles, peuvent nuire à la bonne marche du capital. Qu'il s'agisse de la criminalité, des risques climatiques, du terrorisme, des risques politiques, des mobilisations sociales, tout ça envisagé à l'aune d'une même unité de mesure qui est le risque. Et à partir des années 80, on observe dans les imaginaires sécuritaires dominants, on observe une dédifférenciation entre les menaces et l'établissement d'un continuum sécuritaire. Et ça, c'est possible parce que d'une certaine manière, le contenu social propre de la sécurité, c'est le risque en quelque sorte. Et c'est ça ce qui est intéressant avec la sécurité, et cette logique du risque se diffuse. C'est pas seulement la rationalité qui oriente les pratiques sécuritaires, c'est aussi en grande partie la rationalité qui oriente une bonne partie des comportements de la vie quotidienne aussi, de la manière dont les subjectivités se construisent. Je précise ces considérations sur le risque, pour l'instant, c'est des réflexions qui sont en cours. Elles ne sont pas tellement développées dans l'introduction, mais l'introduction que je viens de décrire. C'est une logique très intéressante parce que finalement, on passe d'un paradigme uniquement en termes de répression, finalement l'ordre capitaliste arrive à peu près à se démerder. Voilà, il y a des fluctuations, il y a des illégalismes, mais finalement il les tolère plus ou moins. Et il y a uniquement des grandes menaces qui sont très spécifiques. Et là, on passe à une logique de la sécurité et du risque. En fait, il s'agit de prévenir, donc c'est une logique de la prévention, tout ce qui peut gripper ou entraver un petit peu l'ordre capitaliste, et tout ce qui peut effectivement gripper ou entraver l'ordre capitaliste, et ça parfaite marche, parce qu'il faut qu'il marche parfaitement, il ne faut pas qu'il y ait de petits grains de sable, d'accro. Eh bien, tout ça, c'est considéré comme des risques environnementaux, des risques... Et ce qui permet, du coup, évidemment, d'amalgamer tout. Et ça, c'est ce qu'on retrouve au niveau, évidemment, des discours politiciens et des discours idéologiques. Mais peut-être que c'est pas uniquement, disons, un calcul idéologique des classes dominantes, mais c'est peut-être, disons, un nouveau stade, entre guillemets, du capitalisme qui ne tolère même plus, disons, tout ce qui peut nuire un tant soit peu à sa marche parfaite. Alors moi, il me semble ce qui est nouveau dans les 40 dernières années, c'est qu'il y a effectivement une prise de conscience idéologique donc chez dans les élites politiques, dans les élites sécuritaires,
du paradigme du risque. Donc il est théorisé, il y a beaucoup qui a été produit sur la notion de risque, etc. Beaucoup qui a été produit sur beaucoup de débats sur quel est l'objet référent de la sécurité, si ce n'est plus la défense de la souveraineté étatique, donc la sécurité au sens noble, le militaire, etc. Si maintenant tout relève de la sécurité, bon, ces débats-là ont lieu à partir des années 80. Moi, il me semble que finalement, le risque, cette idée que le risque oriente les pratiques de sécurité, elle est intrinsèque au capitalisme, en fait. Et ce qui est nouveau, c'est une prise de conscience du paradigme du risque qui innerve les pratiques de sécurité, mais que finalement, c'est ce que, on va en parler tout à l'heure, Mark Nucleus, dans ses travaux, cherche à montrer, c'est que il y a toujours eu une continuité, un continuum entre la guerre et la police, en rapport avec la dynamique du capitalisme. Et d'une certaine manière, il y a toujours eu un continuum entre la sécurité sociale et la sécurité militaire et policière. Et donc il n'y a jamais eu une belle séparation entre la main gauche et la main droite de l'État dont nous parle Bourdieu, mais que finalement il y a toujours eu cette logique du risque a toujours été là. Et il y a un texte très intéressant donc de Nucleus et de son collègue Rigakos sur l'émergence du paradigme du risque avec l'émergence de la logique capitaliste et de la logique de l'assurance au XVIe siècle. Et moi, il me semble véritablement qu'à partir du moment où on considère que la sécurité est une catégorie fondamentale et fondatrice du capitalisme, son contenu social propre, c'est le risque en fait. Et c'est le risque qui sous-tend l'ensemble des pratiques de pouvoir qui visent à préserver le capitalisme des dangers qui le guettent. C'est ce qui est juste nouveau, c'est la prise de conscience dans les classes dominantes que le risque est au centre de ces pratiques en fait, quoi. Oui, et donc ce qui fait que le mot de sécurité finalement, c'est le fait qu'il faut donc l'impératif de sécuriser les rapports capitalistes dans le moindre détail, ne pas risquer qu'ils ne se reproduisent pas automatiquement de manière globale, harmonieuse et parfaite. Voilà. Et ce qui fait que du point de vue, et c'est pour ça que finalement l'idéologie de la sécurité, elle est révélatrice d'une logique capitaliste profonde, c'est quand on amalgame la sécurité routière, la sécurité sociale, la sécurité antiterroriste, etc. En fait, on peut se dire que on peut dénoncer ce discours en disant vous amalgamez ces trucs, mais en réalité, ça témoigne du fait que du point de vue de la logique structurelle du capitalisme, tout ça c'est perçu uniquement comme des grains de sable qui risquent de faire grincer la méga machine capitaliste, quoi. Oui, à des échelles très différentes, bien sûr. Hein, mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est de voir, on peut prendre la question des catastrophes naturelles, parce que la question des catastrophes naturelles, il y a d'un côté la nécessité après ça dépend des pays aussi. Bon, mais il y a la nécessité de, d'une certaine manière, protéger la population en tant que force de travail face à ce qui risque de lui nuire. Et du coup, c'est quand par exemple la police ou l'armée intervient dans le cadre de catastrophes naturelles, c'est pas uniquement pour faire du contrôle social, c'est aussi parce qu'il y a une nécessité objective de préserver cette force de travail face à ce qui risque de lui nuire. Mais il y a aussi, bien sûr, une nécessité répressive de contrôle social. Par exemple, Serfati, dans son entretien, le mentionne, il me semble, c'est que par exemple, au Japon, il y a une forte tradition antinucléaire. Et du coup, il y a aussi cette idée qu'il faut, de manière préventive, limiter les contestations qui ont émergé ou auraient pu émerger suite à la catastrophe de Fukushima, en fait. Et du coup, on a différentes modalités de gestion, mais qui, au fond, il y a une logique commune, il me semble, derrière tout ça. C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui, très souvent, on établisse un continuum allant du terrorisme aux catastrophes naturelles, en passant par la délinquance, c'est pas juste parce que certaines franges du monde sécuritaire ont réussi à imposer leur vision de la sécurité globale qui floute justement les distinctions entre domaines de la sécurité qui pouvaient exister avant, mais c'est qu'il y a quand même quelque chose de véritablement commun à toutes ces pratiques-là. Et pour moi,
c'est le risque et le risque est lié justement à ce que tu viens de dire, la nécessité de reproduire à des niveaux très différents de la totalité sociale la bonne marge de l'accumulation capitaliste. Oui, donc c'est une sorte de, c'est un peu le gouvernement par le risque. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que je ne trouve pas toujours, le fait de lier l'analyse marxienne à une analyse foucaldienne toujours pertinente. Mais là, je trouve que vous le faites de manière particulièrement pertinente, puisque justement, on voit bien comment est-ce que justement la sécurité va s'incarner dans les rapports sociaux jusqu'au plus profond, c'est-à-dire que dans le train, on va regarder si son voisin, il fait pas des trucs un peu suspects, on va regarder dans la RATP, et c'est des comportements qu'on intériorise et que, en fait, on n'échappe jamais totalement à l'intériorisation de justement de ce calcul de risque permanent. Ça produit vraiment des subjectivités sécuritaires qui et ce qui fait que, par exemple, pour prendre un exemple pour illustrer que c'est pas uniquement un nous contre eux, les objets techniques sécuritaires, les discours sécuritaires et les institutions sécuritaires, il suffit de voir parfois la réaction des gens quand il y a des manifestations qui sortent des clous et tout ça. Il y a une espèce d'anxiété liée au fait que les rapports socio-capitalistes ne se reproduisent pas comme prévu. Et du coup, il y a une espèce de panique en fait, qui a vraiment été intériorisée par les gens et tout ça. Et qui, du coup, ça produit évidemment des subjectivités qui se distancient beaucoup plus de ce qu'elles ne connaissent pas. Et évidemment, ça ne favorise pas le lien, la solidarité, la réflexion collective. Enfin, il y a vraiment... ça, c'est quelque chose que vous dites. Vous reliez ça donc notamment à la phase néolibérale du capitalisme, et vous dites bien que le néolibéralisme, la phase néolibérale du capitalisme a aussi réussi ça, c'est-à-dire à atomiser les gens, mais non pas, même si c'est une tendance qui est inhérente au capitalisme, non pas seulement à travers des logiques économiques, individualisation du contrat de travail et tout ça, mais aussi par justement la production de ces rapports très distanciés, de facteurs de risque, qui fait que, par exemple, au niveau des mouvements sociaux, pour s'organiser socialement, c'est de plus en plus compliqué. Oui, tout à fait. Après, juste revenir sur Foucault et le rapport de Foucault et Marx, je ne vais pas en rentrer dans les longues considérations théoriques, mais juste chez Foucault, en gros, la gouvernementalité, le gouvernement par le risque, c'est quand même un projet politique, un projet constructiviste en quelque sorte, qui suppose que certaines rationalités dominantes s'imposent, rationalités de marché qui vont avec, et du coup, il s'intéresse vraiment au rapport entre les pratiques de pouvoir et la rationalité de marché qui va avec. Nous, on dit qu'il y a quand même une nécessité objective pour le capital, justement, de se préserver, de préserver les processus qui le caractérisent, et préserver le régime de liberté, d'échange marchand qui le caractérise. Et du coup, il y a une co-constitution entre ces rationalités du risque et une pression objective du capital de se préserver, en quelque sorte. C'est une forme, et ça lui permet, d'arriver, ça lui permet, d'arriver de manière la plus adéquate possible à ce qu'il souhaiterait être, c'est-à-dire une gigantesque mécanique qui roule sans aucun grincement. Et finalement, du coup, les discours, les idéologies qui ont été produites au cours de la phase néolibérale du capitalisme ne sont finalement que la réalisation d'un projet qui est structurel au capitalisme. Ouais. Et le problème chez Foucault, c'est qu'il cerne bien le rapport entre marché, risque et sécurité, mais qu'il le conçoit davantage uniquement sur le plan des formes de rationalité et de la rationalité libérale puis néolibérale qui s'impose, mais qu'il ne le conçoit pas du point de vue des structures mêmes du capitalisme qui nécessitent de sécuriser leur propre mouvement en quelque sorte. C'est ça, il n'en fait pas une analyse en termes de rapports sociaux, de structure et tout ça. Bien sûr. Le néolibéralisme va en rajouter une couche dans la manière dont les gens se conçoivent comme des agents de la sécurité, et la manière dont la sécurité innerve et agence les rapports sociaux. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'État, même s'il est le pôle central
de la sécurité à travers lequel les pratiques de sécurité, à partir duquel les pratiques de sécurité s'organisent. En même temps, il y a une diffusion de plein de nouveaux dispositifs de sécurité, que ce soit, je sais pas, des applications de Crime Watch que tu as sur ton téléphone ou ce genre de choses, et qui, en dernière instance, se rapportent toujours à l'autorité de l'État, mais qui ont un fonctionnement beaucoup plus horizontal aussi, quoi. Et du coup, on a vraiment un quadrillage par les dispositifs de la sécurité de l'ensemble de la société par tout un ensemble de micro-techniques. Et ça, c'est bien sûr, c'est un mouvement que le néolibéralisme intensifie extrêmement, quoi. Et disons que de la même manière que le néolibéralisme pousse les gens à se concevoir comme auto-entrepreneurs d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils diffusent la logique de l'entrepreneuriat à l'ensemble des rapports sociaux, la manière dont les gens se construisent, c'est-à-dire qu'ils se construisent comme des preneurs de risques, et ben disons, la sécurité, c'est un peu l'envers de ça, c'est que il faut... La sécurité, c'est ce qui permet de limiter le mauvais risque, en quelque sorte, quoi. Donc il y a le bon risque de l'individu auto-entrepreneur qui prend des risques. Qui est à l'intérieur des catégories capitalistes. Voilà. On peut prendre des risques à l'intérieur des catégories, exactement, mais pas à l'extérieur. Exact. Oui, voilà, c'est parfaitement résumé. Et du coup, la sécurité, c'est ce qui participe à déterminer le bon risque et le mauvais risque, en quelque sorte, quoi. Et pour revenir sur la question du néolibéralisme, on pourrait avoir, et d'ailleurs Claude Serfati vous reproche un petit peu ça dans son interview, on pourrait avoir l'impression que finalement, avec ce concept très général de sécurité, vous mettez de côté l'insécurisation sociale croissante d'une partie de la population et tout ça. Et en fait, moi ce que je me disais, c'était que en réalité, vous dites bien dès le début que la sécurité, c'est un dispositif différencié qui touche les différentes populations de manière différente. Et on pourrait dire finalement résoudre un peu cette espèce de paradoxe ou d'opposition en disant que finalement l'insécurisation sociale croissante des classes populaires eh bien, se fait pour justement assurer l'ordre parfait et la marche parfaite du capital, c'est-à-dire précisément assurer sa sécurité absolue. Et donc si par exemple on ghettoise, on enferme les quartiers populaires dans une logique ultra répressive, c'est pour être sûr que cette insécurisation sociale qui résulte de la logique du capital qui se restructure à partir des années 70 ne puisse pas gripper le moins du monde la logique parfaite de l'ordre capitaliste. Ce qu'on voit dans la surprotection des quartiers d'affaires, des galeries commerçantes et tout ça. Parce que il faut à la limite, donc le capitalisme évidemment crée relègue des populations croissantes, retire un peu de sécurité sociale entre guillemets à des parties croissantes de la population, mais il le fait de telle sorte à ce que, déjà pour, conformément à sa logique d'adaptation à la crise et de dépassement de cette crise, enfin disons de restructuration, et il le fait de manière à assurer sa sécurité complète, sa reproduction complète. Oui, je pense que le fait que des pans entiers de la population soient rendus superflus du point de vue de la logique de la valorisation capitaliste et en plus soit de plus en plus précarisé avec le démantèlement ou de moins la restructuration du welfare state, ça va avec l'intensification du contrôle policier dans ces zones-là, ça c'est clair. Après, je pense qu'il faut, par rapport à ce que disait Serfati, je pense qu'il faut effectivement de nouveau se méfier. C'est très souvent le discours par exemple de gens comme Loïc Vacan qui nous disent qu'on a une augmentation on a une intensification du contrôle pénal et des politiques pénales et de l'enfermement qui va de pair avec le démantèlement néolibéral du welfare state. Alors c'est vrai
c'est vrai, sauf que le welfare state, c'est pas l'opposé de la sécurité, en quelque sorte. Le welfare state, ça c'est ma thèse du moins, enfin, mais c'est la thèse qui est partagée aussi par certains critiques marxistes du welfare state. Le welfare state et l'État-providence, c'est d'une certaine manière une des modalités de la sécurité, dans la mesure où il a permis d'intégrer et de neutraliser de larges fractions du prolétariat, et qu'il a été cet instrument d'adhésion de larges pans du prolétariat à l'État-nation et au mécanisme de sa domination, et dans la mesure où le welfare state, c'est à un moment donné ce qui a assuré qu'il prenait en charge les besoins de reproduction de la force de travail que le capital ne pouvait pas prendre directement en charge. Le welfare state est un instrument est une des modalités de la sécurité. Ce qu'il faut pas dire qu'à l'âge actuel, il faut pas défendre la sécurité sociale. C'est pas ce que je dis, mais c'est de pas avoir une illusion, enfin de pas cultiver des illusions dans la fonction qu'occupe par exemple une institution comme la sécurité sociale dans la gestion des populations. C'est pas pour rien que ça s'appelle sécurité sociale, enfin qu'il y a le mot sécurité dedans, quoi. C'est pas Et justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, là, ça rappelle donc les origines de la sécurité sociale qu'on a baptisé justement sous le nom de compromis fordiste. Voilà, ouais. Et finalement, on pourrait dire que... on peut revenir à Bismarck aussi. C'est ça. Ouais. Et on peut dire finalement que les lois, voilà, dès les lois de Bismarck des années 1880, finalement, la sécurité sociale et ce qu'on peut appeler les lois sociales sont des lois en fait de sécurisation sociale de l'ordre capitaliste. Oui. C'est-à-dire, on s'assure qu'il n'y aura pas de révolution sociale par des lois, par une intégration d'une large fraction du prolétariat. Et du coup, ce qui fait que aujourd'hui, on pourrait presque dire, si on pousse un peu cette logique-là, que aujourd'hui, justement, le règne de la sécurité, et je pense qu'il est ressenti comme tel par certaines fractions racistes des classes moyennes ou du haut du prolétariat, c'est que finalement, la sécurité, disons au sens des politiques sécuritaires, peut être ressentie comme une espèce de nouvelle sécurité sociale. Oui. C'est-à-dire, effectivement, elles ont ces classes moyennes déclassées l'ancienne aristocratie ouvrière blanche. Effectivement, ils ont perdu, ou ils perdent progressivement l'ancienne sécurité sociale, et ils gagnent entre guillemets une nouvelle sécurité sociale qui fait que ils vont être épargnés par les politiques sécuritaires, qui vont être protégés justement des effets de déstructuration sociale par la crise du capitalisme. Oui. Et donc, je trouve que ce qui est intéressant justement dans cette thèse et dans la thèse que vous défendez, c'est vous cassez un peu les fausses oppositions, état de droit, état d'urgence, politique sécuritaire, politique sociale, sécurité sociale, sécurité répressive, et vous montrez qu'il y a un continuum, et que simplement, peut-être que, et c'est malheureux à dire, mais peut-être que les politiques sécuritaires répressives d'aujourd'hui sont finalement la nouvelle forme de sécurité sociale adaptée au capitalisme de crise. Comme en 1945, les enjeux étaient autres, il fallait s'assurer du concours du prolétariat pour la reconstruction de la France, ou pour éviter la propagation du communisme, entre guillemets, du capitalisme d'État léniniste, mais qui quand même faisait peur quand même à la bourgeoisie, puisqu'elle aurait été remplacée par une autre bourgeoisie. Comme les enjeux là sont autres, on produit une autre forme de sécurité sociale. Et donc du coup, ce qui est intéressant dans cette thèse, c'est qu'on sort vraiment complètement de la nostalgie, des fausses oppositions qu'on retrouve à la gauche, et de la nostalgie toujours qui est omniprésente dans le champ politique de la gauche, dans l'imaginaire politique de la gauche aujourd'hui, l'imaginaire de la sécurité sociale, Ambroise Croizat, Bernard Friot, et l'imaginaire du bon compromis fordiste, de la sécurité sociale, alors qu'en fait, si on se resituait à l'époque, en fait, peut-être que des possibilités beaucoup plus révolutionnaires étaient ouvertes à l'époque, et que justement, c'est cette sécurité sociale et tout ça, qui, ont amélioré la vie des gens, il ne s'agit pas de le nier, mais qui ont aussi fermé des possibles,
Ouais. et qui ont sécurisé l'ordre capitaliste. À un moment, il aurait pu être un peu menacé. Oui, je suis tout à fait d'accord. Si d'un côté, effectivement, il faut penser la continuité entre la sécurité au sens dur, enfin militaire, policier, et la sécurité sociale, il faut aussi penser effectivement comment les rapports entre les deux ont évolué à l'âge néolibéral. Et c'est un peu la thèse qu'on a cherché à esquisser dans l'article de Vacarme, c'est de montrer que là, à partir du moment où, compte tenu de la crise du capitalisme et de ses restructurations, l'État fordiste et la prise en charge fordiste, enfin welfare keynésianiste de la population était objectivement plus possible, plus tenable. Les modalités d'intégration se sont déplacées et les politiques sécuritaires et la sécurité, donc au sens, dans son acception la plus répressive, est devenu un nouveau, a pris une place prépondérante dans l'intégration de vastes pans de la population, où il s'agit d'une part de différencier entre les citoyens, les citoyens bourgeois et ceux qui sont relégués à une citoyenneté de seconde zone. Bien sûr, il y a des stratifications très importantes, mais disons qu'il s'agit de moduler un peu la subjectivité citoyenne entre celui qui jouit de ses pleins droits, qui peut vendre sa force de travail tranquillement, être exploité tranquillement et vaquer à ses occupations, et ceux qui non seulement sont exclus de la liberté marchande parce qu'ils sont superflus du point de vue de la valorisation et qui en plus s'en prennent plein la gueule par le contrôle policier, etc. Il s'agit aussi, il s'agit bien sûr d'intégrer large pan de la population contre une figure de l'ennemi en fait qui est identifiée avec largement avec les franges racisées du prolétariat en fait, et du coup le statu quo aussi dur qu'il soit apparaît toujours comme préférable face à l'horizon de la barbarie que la sécurité leur fait miroiter, et du coup les zones de non-droit, les zones de non-droit, Daesh, et d'une certaine manière tout horizon de rupture avec le capitalisme, et via la sécurité, via ces imaginaires, se voit identifié avec le chaos ou la barbarie islamiste en quelque sorte. Et du coup, une large partie donc, de la population est ainsi gagnée au projet hégémonique des classes dominantes, et par-delà à l'adhésion au capitalisme et aux formes de vie aussi pourries qui nous présentent, quoi. Évidemment, la sécurité, ce sont des dispositifs qui sont différenciés et qui, comme justement elles ne touchent pas toute la population, elles sont susceptibles de rencontrer une adhésion. Oui. Et c'est pour ça que, notamment, on voit bien par exemple dans l'électorat de Marine Le Pen, qui ne se limite pas donc à la bourgeoisie, mais aussi largement aux classes moyennes et à certaines fractions du prolétariat non racisé. Ouais. Il y a une adhésion parce que effectivement ce n'est pas dirigé contre eux, et finalement ça a quand même pas mal d'avantages, parce que du coup ça indirectement ça favorise énormément le fait de ne pas subir ces politiques sécuritaires, ça favorise en termes d'emploi, de logement, etc. Et d'autre part, il y a puisque tu parles effectivement la révolution sociale est systématiquement amalgamée avec le terrorisme, les zones de non-droit et tout ça dans cette espèce d'imaginaire sécuritaire. C'est assez intéressant parce que, par exemple, pour donner une illustration du phénomène, le journal du CNRS, donc de je sais plus quand, il y a quelques mois, expliquait, travailler sur un nouveau concept de radicalisation. Et c'était vachement intéressant parce qu'en fait, dans radicalisation, il y avait les islamistes, les maoïstes des années 70, les appellistes, cette espèce de gloubi-boulga où finalement la révolution sociale devient non pas comme ça pouvait être encore dans la politique, dans une partie disons de la politique bourgeoise au 19e et au 20e siècle, qui était déjà perçue quand même sous la forme d'une menace de la sécurité, mais qui encore avait une dimension un peu idéologique, de projet de société. C'était un projet dangereux, mesquin, mais au moins on lui reconnaissait une dimension politique. Oui. Et là, effectivement, on ne reconnaît plus du tout, même à la révolution sociale, de dimension politique. On le prend uniquement sous un angle pathologique,
Oui, voilà, oui. du risque. Donc Ouais. on dépolitise complètement les contestations sociales. Tout à fait. C'est vrai qu'on a une mutation des figures de l'ennemi du 19e à maintenant. C'est-à-dire que au 19e, avec l'émergence du prolétariat et en France, d'un prolétariat révolutionnaire jusqu'à la commune du moins, il y a voilà, cette idée des classes dangereuses et bien sûr il y a toutes sortes de fantasmes complètement délirants qui sont associés à cette idée des classes dangereuses, mais disons que ça correspond quand même à un potentiel de subversion réelle de du prolétariat et à une dangerosité réelle que représente le prolétariat pour l'ordre capitaliste. Aujourd'hui, effectivement, tu as une figure de l'adversaire universel ou de la menace universelle où tu as un peu tout et n'importe quoi et les fantasmes qu'on a par exemple sur les banlieues, sont souvent complètement délirants et correspondent pas à ou alors sont largement déconnectés de toute La réalité. de toute dangerosité, Menace pour l'ordre social. menace pour l'ordre social réel, même si bien sûr c'est précisément c'est quand même aussi dans ces populations qu'on a vu, dans ces zones qu'on a vu aussi des épisodes insurrectionnels les plus intéressants dans les dernières années. Il suffit de penser à 2005, mais quand même les fantasmes sécuritaires, c'est pas seul par présence sur les banlieues, c'est pas seulement par rapport à la menace que représenterait la menace politique révolutionnaire que représenteraient des épisodes comme celui de 2005. C'est un ensemble de fantasmes c'est souvent un ensemble de fantasmes largement déconnectés de toute réalité, quoi, en fait, et du coup et qui se noient justement dans un espèce de continuum qui va de la ZAD aux menaces islamistes. Disons qu'il y a une autonomisation des imaginaires, de la figure des imaginaires, des figures de l'ennemi par rapport au potentiel de subversion réelle au cours du 19e, 20e et 21e siècle, alors qu'au 19e, il y a encore résolument une adéquation entre la dangerosité réelle du prolétariat et les imaginaires de la menace existant, en fait, quoi. Oui, Et ça, c'est aussi lié au fait que de plus en plus les bureaucraties sécuritaires, les professionnels de la sécurité se sont de plus en plus autonomisés ayant des représentations et des intérêts qui leur sont propres et qui sont en compétition constamment pour définir qui c'est la vraie menace pour obtenir des fonds ou obtenir une reconnaissance de leur savoir-faire. Et du coup, on doit constamment produire des nouvelles figures de l'ennemi, des nouveaux savoirs qui souvent sont quand même très loin de toute en fait, on voit depuis peut-être depuis 68, parce que ça me fait penser aussi furieusement à Raymond Marcellin et au RG qui étaient obnubilés par la menace d'une révolution sociale en France. Pour ça, entendez le contraire en surveillant quelques centaines de gauchistes, ce qui est quand même vraiment un petit peu hallucinant. Et il y a effectivement une déconnexion totale effectivement des discours sécuritaires qui est liée à l'autonomisation des institutions sécuritaires elles-mêmes, qui évidemment ont besoin de produire ces menaces pour justifier leur existence. Mais même au niveau de l'appareil d'État, il suffit de penser effectivement à l'affaire Tarnac, qui a pris une proportion gigantesque pour pas grand-chose. Et ça, ce serait peut-être une critique qu'on pourrait parfois faire un peu aux appellistes, et finalement de retomber dans le même fantasme de l'insurrection qui vient que justement les politiciens sécuritaires, puisque on est malheureusement pas dans une situation pré-révolutionnaire en France. Finalement, il faudrait pas non plus finalement alimenter les discours sécuritaires et leurs fantasmes justement en avalisant leur mythologie, quoi. Ouais. Et même à gauche, d'une certaine manière, on continue à penser la sécurité par rapport à l'existence d'un sujet révolutionnaire potentiel. On assiste quand même au 19e et au 20e siècle à un mouvement général d'intégration et de neutralisation du prolétariat qui culmine avec le nazisme. Et globalement, c'est cette nostalgie finalement d'un potentiel subversif
objectifs assignés au prolétariat subsiste dans la manière dont la gauche pense la sécurité. Et on le voit notamment aussi, par exemple, moi j'aime beaucoup les travaux de Mathieu Rigouste, mais quand même il y a toujours cette idée qu'il s'agit de réprimer de manière préventive toute potentialité de contestation, mais d'une certaine manière le capitalisme via le nationalisme, via son mouvement même, a très bien neutralisé le prolétariat comme danger révolutionnaire. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette explosion sécuritaire à laquelle on assiste à l'âge néolibéral, elle intervient quand même après la vague révolutionnaire contestatrice des années 60 et du début des années 70, c'est-à-dire quand les mouvements subversifs ont déjà été matés ou se sont déjà épuisés en fait. Et certes, il y a régulièrement des épisodes de contestation comme celui de 2005, mais il n'y a pas de danger révolutionnaire comme il a pu en exister dans la première moitié du XXe siècle ou au XIXe siècle. Et du coup, il faut se demander pourquoi la sécurité persiste et penser justement la sécurité par-delà la question de l'antagonisme de classe en fait, quoi. Oui, par-delà effectivement le sujet révolutionnaire qui effectivement ça ne veut pas dire que on ne sera pas en présence d'une situation révolutionnaire un jour, mais là on n'est pas en situation on n'est pas dans une situation révolutionnaire ou pré-révolutionnaire loin de là, malheureusement. Mais et du coup, peut-être qu'à un moment, on pourra retrouver, disons, un type de discours où là, effectivement, on pourra dire qu'il y a en fait une conflictualité réelle et que le discours sur la sécurité est vraiment une arme du capital pour réprimer une contestation qui monte. Mais là, c'est pas le cas. Et donc, du coup, il faut faire un peu la part de la réalité et tout ça. Oui, et donc justement, pour approfondir toutes ces questions, enfin, du moins une partie d'entre elles, même si là on s'est beaucoup contenté d'intuitions, de questions, de premières pistes de réflexion. Dans une deuxième partie, on va creuser certaines pistes de réflexion qui ont été proposées par Mark Nucleus, donc qui est un théoricien critique de la sécurité qui réfléchit à ces questions depuis un très grand nombre d'années et qui nous fournira des éléments supplémentaires pour approfondir la critique de la sécurité qui a été esquissée à la fois dans cette émission et puis dans l'introduction à l'ouvrage Critique de la sécurité, accumulation capitaliste et pacification sociale, qui paraît donc en septembre 2017 aux éditions Hétérotopia. Et donc là, on fait une pause musicale. Je viens de pop un Percocet, yeah, je suis drogué, yeah. Ouais, les gens des appris à donner tout en torse au principe de l'échange à quelque chose d'insensé. Bitches love salsa, fuck ton drapeau français. Et je donne un fuck, yeah. Je donne un fuck, je donne un fuck. Ne traîne toujours pas dans le club. Je donne un fuck de tes broodies, fuck ton man à bonne, fuck cette merde goofy. Je suis down avec la kunst, pleure les larmes dans le bando toute la journée. Tu viens à la guerre sociale dans la praxis, c'est ta journée. Écrasé, déphasé, vie mutilée, fuck ton mansplaining, yeah, on te laisse vie mutilée. Nous sommes devenus étrangers à notre être générique. Maman me dit fais un stage, ça te sera bénéfique. J'ai vendu ma force de travail toute la semaine. Yeah, 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 j'ai plus envie de harceler.
Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à la sécurité comme catégorie fondamentale du capitalisme, autour d'un ouvrage collectif, Critique de la sécurité, accumulation capitaliste et pacification sociale, paru donc aux éditions Hétérotopia en septembre 2017. Et nous sommes avec un co-directeur de l'ouvrage, Memphis. Et nous parlons maintenant, après avoir parlé plus généralement du projet de ce livre, qui est de repenser une critique de la sécurité comme catégorie fondamentale du capitalisme, comme rapport social, et non pas simplement comme des politiques répressives, même si c'en est une dimension. Donc maintenant, on va parler plus spécifiquement de la contribution à cet ouvrage collectif de Mark Nucleus, qui est une espèce d'approfondissement, disons, de tout ce qu'on a pu évoquer dans la première partie, qui offre des pistes intéressantes et même des développements intéressants, puisque c'est une élaboration de long cours. Mark Nucleus travaille sur ces questions depuis pas mal d'années. Et puis, évidemment, on ne s'interdira pas d'en pointer certaines limites ou de nuancer certains développements. Donc là, je vais laisser faire donc Memphis, le co-directeur de l'ouvrage, pour cette partie-là, puisque lui a eu accès non seulement donc à ce texte qui est vraiment, que moi je trouve assez brillant intellectuellement, parce qu'il revient même à Marx et qui commente la Constitution de 1791 et ont droit à la liberté, l'égalité, la propriété et la sécurité, même si en français on dit sûreté, mais bon, globalement, c'est la même chose. Et donc, c'est un article très intéressant, et donc on voulait parler donc de cet article, et plus généralement, puisque toi, tu as eu accès aussi à ce qu'il a écrit en anglais, parler un peu des thèses de cet auteur. Oui, alors Mark Nucleus, ça fait effectivement ça fait 2 décennies bientôt, depuis le milieu des années 90 au moins, qui s'attache à élaborer une critique radicale de la sécurité, la fonction de la sécurité dans la reproduction du capital et du capitalisme, et essayer de saisir aussi comment la sécurité y contribue. Donc il a publié de nombreux bouquins, donc je vais en citer quelques-uns: Administering a Civil Society Towards a Theory of State Power. Il a sorti Anti-Security, un bouquin donc, dans lequel il s'attache vraiment à déconstruire, à faire une critique radicale du concept de la catégorie sécurité elle-même. Il a après sorti des Critique of Security récemment. Il a sorti un bouquin en 2014 qui s'appelait Air Power, Police Power, quelque chose comme ça, où justement où il tente de penser la continuité entre la guerre et la police. Et moi, ce qui me semble vraiment intéressant dans son œuvre qu'il a souvent, dans laquelle il a souvent collaboré avec Georges Rigakos, qui est un criminologue critique aussi, c'est de s'attacher à interroger le concept de sécurité lui-même à un niveau d'abstraction assez élevé, et pas juste à produire une analyse critique de telle ou telle politique sécuritaire ou tel dispositif. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une tentative, à mon sens, de penser ensemble la dynamique du capital et la sécurité. Du coup, il y a vraiment une volonté de produire une théorie critique de la sécurité. Et c'est pour ça qu'on l'a sollicité donc, pour ce bouquin, parce que ça rentrait complètement dans notre volonté justement de s'extraire un peu de ce qu'on disait au début de l'émission, de cette temporalité strictement réactive, pour se situer sur un plan théorique un peu plus général, quoi. Et donc du coup c'est une contribution qu'il a rédigée spécifiquement pour votre ouvrage, voilà. Même si évidemment j'imagine que ça reprend beaucoup de choses. Voilà, c'est une contribution qui synthétise un peu toutes les thèses fortes qu'il a développées tout seul ou avec Rigakos, ou dans le cadre donc alors je ne sais plus si ça existe encore actuellement, mais dans le cadre d'un réseau de penseurs critiques qui s'appelle Antisécurité, et qui a justement sorti une déclaration d'antisécurité que j'ai traduite pour Vacarme, où justement à travers quelques thèses fortes, il s'évertue
à déconstruire un ensemble de dichotomies qui nous paraissent naturelles, par exemple la sécurité contre la liberté, le public contre le privé, la civilisation contre la barbarie, etc. Et du coup, la contribution donc de Mark Nucleus à notre ouvrage, c'est peut-être la contribution la plus théorique et du coup, c'est celle qui répond aussi à un niveau de généralité la plus forte à la question du rapport entre sécurité et capitalisme. Oui, et donc c'est pour ça qu'il repart même de Marx. Peut-être ça pourrait être intéressant de revenir sur comment est-ce que comment est-ce qu'il repart de Marx pour du coup faire de la sécurité une catégorie fondamentale du capitalisme, justement. Ouais, il part justement du rapport entre la sécurité et propriété privée, notamment des textes de Marx sur les droits de l'homme, pour montrer comment les deux sont liés en quelque sorte et qu'on n'est pas dans cette opposition que font souvent les auteurs libéraux entre les deux, mais de montrer que ce qui est sécurisé, c'est le droit à la propriété privée et du coup le type de liberté qui est rattaché, quoi. Et du coup, est-ce que dans cette conception, on pourrait pas dire que en fait, selon les auteurs libéraux, la liberté, c'est un peu bon, ça va être un peu redondant ce que je vais dire, mais c'est un peu la liberté positive, et la sécurité, c'est la liberté négative, c'est-à-dire qui est nécessaire pour préserver cette liberté capitaliste, quoi. C'est-à-dire que la liberté qui est donc transhistoricisée, fétichisée, c'est la liberté capitaliste positive, la liberté de vendre sa force de travail, la liberté d'exploiter, la liberté d'approprier, etc. Et d'autre part, la sécurité, ce serait plutôt la liberté négative, c'est-à-dire protéger la liberté capitaliste. La sécurité protégerait donc la liberté capitaliste. Enfin, ce serait les envers d'une même pièce. Alors, du coup, pour les libéraux, la sécurité aussi, c'est quelque chose quand même de positif. Oui. Et du coup, on voit que finalement, l'idéologie libérale quand même traduit bien la sécurité comme catégorie fondamentale du capitalisme, avec ces deux versants, la liberté capitaliste positive, qui est transhistoricisée comme liberté, et la liberté capitaliste négative, celle qui est nécessaire au fonctionnement du capitalisme, de manière négative et contrainte, et qui est la sécurité, quoi. Oui, effectivement, ce que Nucleus propose dans son œuvre, c'est un peu une critique de la sécurité qui est un peu similaire dans le projet, du moins, à ce que Marx propose dans sa critique des classiques de l'économie politique libérale, c'est-à-dire il ne s'agit pas de dire c'est des mensonges, ces catégories. Il s'agit de montrer, de discerner les rapports sociaux qui les caractérisent et de montrer comment qu'elles sont pas naturelles en fait, mais qu'elles sont historiquement ancrées et de montrer comment elles sont advenues en quelque sorte, quoi. Et de prendre finalement au sérieux ces catégories. C'est-à-dire il s'agit pas bien sûr qu'il y a une dimension idéologique de la sécurité et c'est rappelé par exemple dans la déclaration d'antisécurité, c'est-à-dire que voilà, elle dépolitise. Elle masque aussi certains phénomènes, mais en même temps, il y a un contenu objectif derrière de cette sécurité qui répond à un besoin objectif. C'est ce que dit d'ailleurs Marx à propos des catégories de l'économie politique. Il dit c'est pas juste des illusions, c'est des catégories, c'est des structures fondamentales du capitalisme. Et finalement, ce que fait Marx avec l'économie politique, c'est d'une certaine façon, il la défétichise et il en fait donc une arme critique, c'est-à-dire par exemple sur le travail capitaliste, le travail au sens capitaliste, et une catégorie générale, transhistorique, mais qui est quand même utile pour comprendre le capitalisme chez les libéraux, et donc Marx la reprend, mais évidemment il en fait une notion critique, enfin au moins en partie, parce que évidemment il y a des ambiguïtés de Marx par rapport à ça, mais enfin globalement le projet de Nucleus, c'est de défétichiser cette théorie de la sécurité libérale. Voilà, il y a disons un double projet, c'est d'un côté prendre un peu au sérieux cette catégorie et la défétichiser, la réhistoriciser, montrer ce qu'il y a derrière, montrer en quoi elle est liée à la dynamique du capital. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Et en même temps,
Et ça, c'est aussi contester l'hégémonie de cette catégorie et de ses effets dans les discours, et notamment dans les discours et les analyses politiques, dans la mesure où la sécurité, par exemple, colonise l'ensemble du discours. On l'a vu dans les 30 dernières années, c'est-à-dire on a vu apparaître la thématique de la sécurité alimentaire. Avant, on parlait de famine, des trucs comme ça, et même du point de vue de la conscience bourgeoise, des analyses bourgeoises, les questions alimentaires, c'était des questions économiques, sociales, climatiques aussi, mais c'était pas envisagé sous l'angle de la sécurité. Et à partir du moment où on envisage ces questions sous l'angle de la sécurité, ça amène à des réponses sécuritaires finalement, quoi. Et c'est la même chose pour la question de la sécurité de l'emploi, ou genre de choses, en fait. C'est une notion totalitaire. C'est une notion totalitaire qui colonise et parasite les imaginaires, les discours. Et du coup, ça, c'est le deuxième versant du travail de Nucleus. C'est aussi de la contester. Et de ce point de vue-là, il y a un travail contre-hégémonique à faire, où c'est... même si la sécurité est un rapport social objectif, pas juste un ensemble de discours, tu pourrais déconstruire et en sortir, et dont tu pourrais ensuite en sortir. En même temps, tu peux, une des premières étapes à faire, c'est de réenvisager tout un ensemble de problèmes et de questions, à travers un discours qui soit pas celui de la sécurité, justement, quoi. Donc avec d'autres concepts, contrairement à ce que précisément fait beaucoup la gauche nationale étatiste, qui joue un peu une certaine sécurité contre d'autres. Donc la sécurité, on joue la sécurité sociale, on joue la sécurité de l'emploi contre la sécurité répressive et tout ça. Voilà, et ce que propose Nucleus, c'est de dire il faut sortir de cette sémantique sécuritaire, de ces cadres de la sécurité. Du coup, il y a un peu une tension, enfin pas une tension, mais un aspect dual. Je veux dire, il y a effectivement... Comme chez Marx d'ailleurs, qui est un continuateur des Lumières et en même temps un critique des Lumières. Voilà, ouais. Mais ce qui me semble en l'occurrence très intéressant, du coup, donc c'est à partir du moment où il se propose de faire une critique radicale de la sécurité, c'est de voir en quoi les rapports sociaux et les processus sociaux qui sont subsumés dans cette catégorie de sécurité sont liés au capitalisme et à sa dynamique propre. C'est-à-dire ce qui me semble très très intéressant dans son travail, c'est d'essayer de spécifier un peu les dynamiques sociales qui sont comprises comprises à travers ce concept de sécurité, et de les rapporter à la dynamique spécifique du capitalisme, et de proposer des outils pour les penser, quoi, et pour les penser autrement qu'à travers juste ce qu'on critiquait tout à l'heure, c'est-à-dire le discours strictement répressif qu'on a souvent, enfin le discours de l'anti-rep qu'on a souvent à gauche, quoi, parce que ça nous permet d'historiciser un peu le contenu de la sécurité, et de voir que c'est des modalités de pouvoir qui sont propres au capitalisme et qui doivent être pensées en rapport avec le capitalisme. C'est pas l'éternel retour de la répression étatique depuis des milliers d'années, quoi. Voilà, comme on a souvent, par exemple, notamment dans un certain discours anarchiste, où on a une conception un peu transhistorique du pouvoir, où c'est juste les acteurs du pouvoir qui changent, mais globalement, en gros, c'est toujours le bâton qui s'abat sur le sujet révolutionnaire tel qu'il soit, quoi. Soit, voilà, ouais. Mais ce qui les intéresse, c'est de voir comment le battant est mobilisé, mais dans des rapports sociaux spécifiques, quoi, en quelque sorte. Qui sont changeants, voilà, aux différentes phases du capitalisme, et évidemment de manière très différente de ce qu'il y avait avant le capitalisme. Exactement. Et du coup, et c'est ça pour moi ce qui constitue le cœur de sa réflexion, c'est ce travail de spécification en quelque sorte du contenu social propre de la sécurité. Lui, ce qu'il propose de faire, c'est de repenser la sécurité sous l'angle de la pacification. Il propose le concept de pacification, donc, pour penser le contenu social propre de la sécurité. Donc c'est un contenu qu'il a extirpé donc, du langage de la contre-insurrection coloniale, et la pacification, c'est à la fois donc, la répression de la subversion et la production de l'ordre capitaliste. Et les deux vont avec. C'est détruire un maquis et construire des écoles, comme disaient les généraux français en Algérie, quoi. Voilà, oui. Bon, et
du coup, donc, dans la lignée d'autres auteurs, comme Mathieu Rigouste aussi, qui travaille sur la contre-insurrection, il fait ce travail de généalogie sur la notion de pacification, mais contrairement à ces auteurs-là, la notion de pacification, pour lui, il l'utilise davantage comme un opérateur théorique plus général pour penser la sécurité et son rôle dans la reproduction du capitalisme. C'est pas uniquement une analyse qui est liée historique, à des... Lui, il propose pas de penser la continuité de la contre-insurrection à l'âge néolibéral. Il en tire un concept pour penser le capitalisme de manière plus générale. Oui, voilà. Qui n'est pas lié à des opérations spécifiques, voilà, aux continuités par exemple que Mathieu Rigouste montre entre la contre-insurrection en Algérie et la gestion répressive des banlieues. Et là vraiment il y a, lui il en fait vraiment un concept plus général et qui est fort et mais qui est provoquant et qui est assez intéressant, stimulant là-dessus quoi. Ouais. Et donc en quoi la sécurité et ces processus sociaux sont-ils liés à la dynamique du capital? Alors lui, il va y répondre de la manière suivante. C'est qu'il part de la question de l'accumulation primitive. Et il se situe de ce point de vue-là dans une tradition d'analyse de certains auteurs comme Werner Bonhoefeld, qui considère que l'accumulation primitive, c'est pas seulement un moment historique fondateur, c'est-à-dire où les producteurs sont séparés des moyens de production, c'est pas juste ce moment de divorce initial, c'est une dynamique normale du capitalisme où continuellement les producteurs sont séparés des moyens de production, c'est-à-dire c'est l'ensemble des modalités à travers lesquelles ce divorce est constamment reproduit. Donc c'est la perpétuelle création des conditions générales de l'ordre capitaliste, donc toujours déposséder les individus. C'est une accumulation primitive indéfinie au sens où l'ordre capitaliste n'est pas, une fois qu'il a émergé, il est indestructible. Non, il doit se reproduire continuellement et il a besoin de tout un tas d'appareils, de dispositifs pour faire ça quoi. Voilà, et du coup c'est un peu son présupposé théorique de base et qui partage du coup avec certains auteurs comme Bonhoefeld ou Tomba et c'est penser que le capitalisme, pour reproduire sa logique propre, a besoin aussi d'une régulation et d'une intervention externe continuelle pour justement défendre, sécuriser sa dynamique même et son automouvement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir d'automouvement du capital et qu'il ne peut pas avoir reproduction, donc des rapports de classe qui caractérisent ce mouvement du capital, sans qu'il y ait constamment une intervention pour en recréer les conditions perpétuelles. Alors ça pose certains problèmes dont on va parler tout à l'heure, mais c'est le présupposé théorique de base de la pacification. Et du coup, la pacification, c'est la reconduction à travers tout un ensemble de modalités de ce divorce entre les producteurs et les moyens de production, et c'est la reproduction d'une force de travail disponible et existante, quoi, exploitable et du coup politiquement neutralisée aussi, quoi. Donc, c'est là où je pense que c'est intéressant l'usage qu'il fait du concept de pacification et de sécurité, c'est qu'il pense le capitalisme non pas seulement comme l'économie, les rapports économiques qui sont là, etc., mais aussi du fait qu'il faut créer tout un contexte social qui permet à ces rapports économiques de fonctionner. Voilà. Et c'est là à ça que sert l'État, notamment, qui est principal responsable de la reproduction de l'ordre capitaliste, mais aussi tout un tas d'autres appareils. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et puis ça montre aussi un petit peu comme dans les discours qui citent là de généraux français en Algérie, qui disent il faut pas se contenter de raser un village ou de détruire un maquis, il faut derrière construire des écoles, etc. De même, le capitalisme, ou l'État en particulier, ne peut pas se contenter de réprimer, il doit également construire une prison, entre guillemets, hein, si je pousse la métaphore jusqu'à l'extrême. Il doit pas seulement détruire des conditions de vie autonomes, mais il doit créer une vie hétéronome à la place, quoi. Ouais. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que la sécurité, c'est pas juste cette figure de l'État, enfin l'État libéral qui serait juste là uniquement comme un gardien en quelque sorte qui intervient quand il y a un problème. Ça, c'est l'idée d'Adam Smith, oui, notamment. Voilà, ouais. Mais qui a au fond une centralité de la violence et de la guerre dans les rapports sociaux capitalistes, et que la
violence et la guerre est non seulement fondatrice, mais inhérente, consubstantielle au capitalisme, et qu'elle constitue pas des moments d'exception en quelque sorte, même s'il y a bien sûr des différences énormes entre les modalités d'exercice de la violence à un moment donné et selon les contextes et séquences historiques, on est d'accord, mais il y a quand même cette permanence de la guerre, et de ce point de vue-là, il se situe, à mon sens, dans toute une tradition d'analyse des rapports sociaux sous l'angle de la violence et de la guerre, et rejoint dans une certaine mesure les analyses de Negri ou de Comité Invisible du Comité Invisible sur l'organisation guerrière des sociétés modernes. Mais qui vient tout ça vient un peu de Foucault en fait, c'est-à-dire qu'il essaye de presque, encore une fois, on revient à Foucault et à Marx, mais il essaye de croiser mais à mon avis de manière intéressante, parce que on va faire une émission notamment de critique un peu de cette vision exclusive de la guerre civile comme paradigme, parce que c'est une notion qui, si elle n'est pas rattachée du coup à une analyse de la société capitaliste, qui devient vraiment n'importe quoi, transhistorique et du coup finalement finit par faire l'apologie de la guerre civile et tout ça. Mais là, ce qui est intéressant chez Mark Nucleus, c'est que il pense du coup la guerre qui existe dans les sociétés capitalistes, mais c'est une guerre qui se fait dans et par les catégories capitalistes, et pas comme une espèce de sinon on retourne à une espèce d'analyse un peu hobbesienne où la société c'est l'état de nature, c'est la guerre permanente, et là où on voit plus trop quelles pourraient être les perspectives de dépassement. Autant on peut espérer dépasser le capitalisme, autant dépasser la guerre civile si elle est consubstantielle à toute société, aux relations de pouvoir. Un peu comme Foucault, effectivement, qui disait qu'on ne pouvait pas dépasser le pouvoir. Oui, on ne peut pas dépasser le pouvoir, mais du coup, c'est peut-être pas ça qu'il faut dépasser, quoi. C'est de voir comment, à un moment donné, dans une société donnée, le pouvoir est agencé, et quelles sont ses modalités. Et, pareil pour la violence. Alors, bien sûr qu'il y a de la violence dans toutes les sociétés, mais ça, c'est une banalité. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment la violence est organisée, quelle fonction elle dessert, en quelque sorte, quoi. Et comment est-ce qu'on peut la réduire, comment est-ce qu'on peut la réagencer, comment est-ce qu'elle peut se limiter à certaines choses. Voilà. Et il y a une belle citation de Nucleus ici, donc extrait d'un article qui a été publié dans la revue Socialist Studies, un numéro consacré à la notion de la pacification, qui devrait prochainement sortir en français, et où justement où il détaille la manière dont, où il détaille un peu sa vision de la pacification, sa théorisation de la pacification sous l'angle de l'accumulation primitive. Et il y a une belle citation, si tu permets, je la cite. Alors, à propos de Marx, il écrit: Marx met en exergue ici le fait que le capitalisme n'est pas un ordre spontané, et que, à contrario du mythe d'une origine idyllique de la propriété privée, la violence joue un rôle central dans l'histoire réelle. L'enjeu de l'analyse de Marx est la constitution de l'ordre bourgeois à travers ce qu'il nomme l'accumulation primitive, l'utilisation de la force afin de séparer les individus des moyens de subsistance autres que le salaire. Je voudrais suggérer que la violence du processus de l'accumulation retranscrite par Marx se trouve au cœur du processus de pacification. Donc voilà, ça c'est vraiment le cœur du travail de Nucleus et de sa lecture des passages de Marx sur l'accumulation primitive à la fin du Capital. Et l'accumulation primitive donc, est un présupposé du rapport social capitaliste, et elle permet cette thèse donc, de penser ensemble la violence d'un côté et l'accumulation capitaliste, et du coup d'ancrer la sécurité sous l'angle de la pacification au cœur même des structures et dynamiques du capitalisme. Et pas seulement comme du coup une espèce d'état d'exception qui serait propre uniquement aux situations coloniales ou aux situations de crise révolutionnaire, comme par exemple la Commune de Paris et tout ça. Et effectivement, c'est intéressant de penser la violence ordinaire des rapports sociaux capitalistes, et de penser aussi leur nécessité qu'elle a pour la reproduction de l'ordre capitaliste global. C'est-à-dire qu'elle est à la fois constitutive des rapports sociaux capitalistes, et en même temps elle est nécessaire pour les reproduire, et finalement l'État, lui notamment, a le rôle pour reproduire l'ordre capitaliste, justement d'exercer à travers tous ces appareils des violences qui sont pas directement économiques ou capitalistes, mais qui ont bien pour but de reproduire les rapports sociaux capitalistes. C'est il me semble le cœur du travail de Nucleus qu'on a voulu ici retranscrire faire découvrir dans ce bouquin, quoi, et qui
permet peut-être aussi donc d'ancrer toutes les discussions autour de l'état d'urgence, etc., dans une perspective d'émancipation plus large aussi, qui part d'une critique de la totalité sociale et de la place de la sécurité, donc dans la reproduction de cette totalité, qui l'insère dans un projet d'émancipation plus large où il ne s'agit pas seulement de défendre dans une conjoncture spécifique les droits démocratiques, etc., ce qui me semble totalement nécessaire, mais de montrer comment ces modalités de gestion sécuritaire qui s'accentuent au stade actuel ne sont effectivement que l'accentuation de dynamiques qui sont toujours là finalement, quoi, qui prennent bien sûr des formes nouvelles qu'il faut analyser dans leur nouveauté, etc. Mais on ne peut pas se limiter à une critique de l'état d'urgence, il faut faire une critique du capitalisme de manière générale, quoi. Voilà, ouais. Et c'est pour ça que c'est intéressant justement toute cette critique, parce que ça pourrait paraître un peu étrange de faire critique de la sécurité. C'est quoi la sécurité? Ouais. Et là, on comprend vraiment tout au long de cette émission que finalement faire une critique de la sécurité, c'est comme disait Marx, être radical, donc prendre les choses à la racine. Exactement, ouais. Et donc c'est de montrer aussi que la critique de la sécurité comme catégorie fondamentale du capitalisme et comme donc présupposé et condition de possibilité des autres catégories va avec une critique des autres catégories aussi, quoi. Donc on s'inscrit dans une critique de la totalité et pas juste de la critique de certaines modalités sécuritaires spécifiques, pas juste une critique de... Oui, c'est aussi une critique de l'État, du travail, de la marchandise et tout ça, quoi. Exactement, ouais. Et alors du coup, peut-être avant de terminer cette émission, quelles seraient brièvement peut-être les limites que tu vois au travail et aux travaux donc, de Mark Nucleus? Oui, alors... Bon, je pense que y a un ensemble de limites. Déjà, la thèse, le présupposé de la thèse de la pacification, celle de la permanence de l'accumulation primitive, moi, elle me pose problème dans la mesure où, pour moi, l'accumulation primitive, c'est le divorce entre les producteurs et les moyens de production, mais par des moyens externes et violents. Or, souvent, dans tous les travaux donc, de Nucleus, mais aussi de Werner Bonhoefeld, etc., qui insistent sur la nécessité de séparation, le caractère nécessairement violent et externe de ça disparaît et on oublie que le capitalisme, par sa dynamique même, arrive à se reproduire ces conditions sans qu'on ait forcément besoin constamment d'une intervention de l'État, en fait. Enfin, c'est une banalité, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire généralement pour le prolétaire, personne te force à aller vendre ta force à t'extraire de ton lit à vendre ta force de travail le matin, si ce n'est la nécessité de te reproduire et de survivre tout simplement, quoi. Et c'est cette logique de la valeur qui impose ses buts sociaux aux prolétaires, aux travailleurs ainsi qu'aux capitalistes, justement, à partir du moment où elle les domine, où elle s'impose, à un moment, une fois que toute cette dynamique a été mise en route, elle n'a plus besoin d'un support extérieur. À partir du moment où elle s'auto-reproduit d'une certaine façon. Elle s'auto-reproduit et du coup il y a des longues périodes où il n'y a pas besoin justement d'une intervention drastique de l'État pour réprimer des mouvements sociaux forts, et c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure par rapport au néolibéralisme. La sécurité intervient un moment, l'approfondissement des dispositifs sécuritaires intervient un moment, sur la défaite des mouvements révolutionnaires des années 60 et 70. Oui, et ce que je voulais dire, c'est pour donner un exemple, c'était que, par exemple, une fois qu'on a exproprié, disons, les paysans de leurs terres et qui sont devenus des prolétaires, la nouvelle génération de prolétaires, d'une certaine façon, n'a pas besoin de la réexproprier, elle est déjà expropriée. Voilà, ouais. Et donc, du coup, disons, pour nuancer du coup la thèse de Nucleus, sa thèse n'est pas complètement bête. Effectivement, il y a quand même besoin, par exemple, sa thèse marcherait mieux, par exemple, sur la question de l'école, par exemple. Effectivement, on dépossède à chaque génération les individus des moyens d'une existence autonome, des savoir-faire d'une existence autonome, d'une réflexion critique et tout ça. Là, c'est vrai. Mais effectivement, par contre, sur l'aspect un peu matériel, entre guillemets, la dépossession a déjà eu lieu, et la prolétarisation, une fois qu'elle a eu lieu dans une génération, on n'a plus besoin de la répéter aux générations suivantes, quoi. Bien sûr. Et moi, il me semble que de ce point de vue-là, il y a un peu une faillite du projet de Nucleus
qui est de produire une théorie générale de la sécurité dans la mesure où la pacification reste finalement un concept historique. C'est-à-dire s'il ouvre des perspectives pour appréhender la manière dont le capitalisme tend à user de la violence dans les modes de gestion et de répression de la lutte de classe, la notion de pacification reste une catégorie d'analyse historique valable pour l'analyse de la répression des moments spécifiques de lutte et de rébellion et de la gestion de certains types de groupes et populations subalternes. Il me semble qu'il y a une faillite de ce concept pour vraiment saisir la manière dont la sécurité contribue à reproduire le capitalisme pris dans sa moyenne idéale, en quelque sorte. Donc à un niveau d'abstraction très haut. C'est un très bon concept historique pour penser la répression du mouvement ouvrier au 19e siècle, pour penser les guerres coloniales. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse le généraliser comme ça pour penser et en faire un concept théorique général pour penser le capitalisme. Oui, il faut le prendre peut-être plus comme une métaphore qui vise à interroger, à choquer, comme Marx aussi utilise des métaphores qu'on n'est pas obligé forcément de reprendre telles quelles de manière réaliste. Ouais. Mais effectivement, il faut, prendre en tout cas ce concept avec précaution, et c'est pour ça qu'effectivement le concept de sécurité de manière générale paraît quand même un petit peu, finalement, est un peu idéal dans le sens où il y a quand même cette dimension un peu répressive et négative. Oui. Voilà, mais en même temps, il y a aussi le côté banal et quotidien du concept qu'on retrouve partout alors que c'est vrai que pacification, dans l'imaginaire, ça renvoie quand même aux guerres coloniales, et du coup c'est peut-être un petit peu fort quand même d'utiliser ce concept pour appréhender le capitalisme de manière générale. Oui, et de ce point de vue-là, du point de vue du constat historique, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que finalement Nioclus reste quand même très ancré dans le paradigme de la répression de la subversion révolutionnaire, quand il nous dit que la pacification, c'est à la fois la répression et la production de l'ordre bourgeois, c'est ne pas prendre en compte finalement les autres modalités à travers lesquelles le prolétariat en tant que sujet révolutionnaire a été intégré et a été neutralisé finalement. Et du coup, il reste dans cette pensée du sujet révolutionnaire, dans l'idée que le capitalisme produit nécessairement son fossoyeur, alors que on a quand même déjà une tendance générale à travers l'intégration à l'État, le welfare state, etc., à une neutralisation du prolétariat et certains moments historiques dans le nazisme qui ont contribué à accélérer cette intégration. Et du coup, il me semble qu'il n'arrive pas vraiment à penser la contribution de la sécurité à la reproduction du capitalisme par-delà la question du sujet révolutionnaire, en fait. Et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Du coup, il retombe un peu dans la vision classique de la gauche qu'on critiquait tout à l'heure, en fait, quoi. Et du coup, peut-être qu'il faudrait envisager une autre manière de penser le concept de pacification, c'est-à-dire, en fait, la pacification, elle peut prendre la forme, c'est pas uniquement une forme extrêmement répressive et violente, ouais. Ça peut être aussi une forme négociée avec des réformes sociales, et là, typiquement, le dispositif du compromis fordiste, de la sécurité sociale de 44-45 pourrait être un peu, à la fois, et très peu violent, en fait, même apporte des améliorations matérielles et tout ça, ouais. Et en même temps c'est un opérateur de pacification merveilleux et peut-être plus efficace qu'une guerre contre-insurrectionnelle. Bien sûr, et alors que Nioclus nous dit qu'il y a une continuité entre la sécurité sociale et la sécurité au sens policier et militaire, il n'en tire pas les conclusions finalement analytiques, dans le sens où il reste pris dans le paradigme de la violence directe exercée contre le prolétariat qui serait subversif par nature en quelque sorte, quoi. Et du coup, ça me semble être la question de l'accumulation primitive et la question de la prépondérance du sujet révolutionnaire dans ces analyses me semble être les deux limites principales de sa réflexion. Et du coup, ça fait que même du point de vue de l'analyse historique, empirique, sociologique, il y a plein de processus sociaux qui ne peuvent pas vraiment être pensés sous l'angle de la pacification. Comment penser, par exemple, les questions d'espionnage industriel, c'est-à-dire des questions qui concernent la sécurité dans le cadre de la compétition intercapitaliste, ou comment penser la question de la biosécurité, c'est-à-dire la protection de la force de travail, ce qu'on disait tout à l'heure, la protection de la force de travail face
à tout un ensemble de phénomènes, catastrophes naturelles, maladies, etc. Et là, ça renvoie pas mal justement ouais. à Foucault, le fait que Voilà, effectivement en fait, le pouvoir doit aussi faire des choses positives entre guillemets Ouais. pour se reproduire, et donc il doit garantir la sécurité de sa force de travail, non pas parce que il est philanthrope et parce que il œuvre pour le bien de l'humanité, mais tout simplement parce que pour faire fonctionner le capitalisme, il y a encore besoin de force de travail, et donc oui, ça c'est important effectivement, et c'est vrai que la réflexion de Marc Nucleus peut-être permet pas suffisamment de penser cette dimension-là, et que vous justement dans votre approche, dans l'introduction, permet quand même, je trouve, de bien penser cette question-là. Enfin, moi, ce qui me semble manquer un peu dans l'approche Nucleus, et généralement dans les différentes approches qui tentent de penser les pratiques sécuritaires d'un point de vue marxiste, c'est on ne pense pas assez le lien entre la sécurité et le type de rapport social et le type de domination qui caractérise le capitalisme, c'est-à-dire une domination abstraite de la logique de la valorisation qui s'impose à tous, qui est bien sûr médiatisée par des stratégies des stratégies de classe particulières, on est d'accord, mais qu'on reste finalement souvent dans une vision résolument instrumentaliste de la sécurité, et qu'on ne pense pas assez la sécurité dans son lien avec la logique de la valeur et ses présupposés dans le régime de la liberté marchande, alors que Marc Nucleus critique justement la métaphore de la balance liberté-sécurité, mais qui l'analyse pas assez profondément pour voir comment le capitalisme est précisément un mode de production qui passe par la liberté, par une certaine forme de liberté en tout cas, quoi. Par la liberté, et par la liberté du coup sous sa forme positive, la liberté marchande, et sous sa forme négative qui est justement la sécurité. Ouais. Oui, petite parenthèse, il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant sur la question de l'internalisation justement de la logique sécuritaire par les subjectivités. C'est le fait que, comme le dit Nucleus, maintenant il n'y a plus besoin finalement d'un régime fasciste pour faire en sorte que les gens se comportent comme des bons sujets qui vont reproduire l'ordre social capitaliste, puisque finalement toutes ces contraintes et ces logiques de surveillance, de délation ont été finalement se sont répandues, ont été intériorisées par la population. Et ça me fait un peu penser, bon ça c'est un petit peu philosophique, mais un peu à Kant qui disait finalement voilà, qu'il fallait passer à un régime, il fallait mettre fin à l'hétéronomie, au fait qu'on subisse les lois, mais finalement pratiquement, comme il proposait évidemment pas de sortir du capitalisme, mais plutôt qu'il était très fan de l'économie politique, finalement ça conduisait, sa théorie de l'autonomie conduisait finalement à intérioriser les lois morales, et qui sont en fait pratiquement les lois du capital. Et donc du coup, est-ce que tu pourrais justement rappeler brièvement cette intuition assez intéressante de Nucleus? Oui, alors effectivement, il y a d'une part l'aspect subjectivation, le rôle que la sécurité joue dans la subjectivation des individus, dans le fait que voilà, ça crée des individus vigilants, anxieux, qui font attention dans le métro aux messages de prévention, etc. Et il y a aussi l'ensemble des mesures répressives qui ont été mises en place et qui peuvent être mobilisées dans certaines situations. Dans le cadre de l'antiterrorisme notamment, donc depuis les années 80, qui est radicalisé en France, mais et aussi dans le monde anglo-saxon depuis le 11 septembre, c'est de montrer que finalement que toutes ces mesures-là, donc ça rejoint la critique de la thèse de l'état d'exception. Finalement, elle témoigne pas tant d'une suspension de la démocratie, mais au contraire, elles permettent d'agencer, de moduler la démocratie libérale en appuyant ces qualité illibérale intrinsèque à travers des dispositifs très spécifiques qui permettent de cibler des individus très spécifiques sans qu'on ait besoin de mobiliser l'ensemble de la population et de soumettre l'ensemble de la population à une suspension de ses droits démocratiques. Alors il le dit très bien, c'est qu'aujourd'hui on assiste pas
une montée de l'autoritarisme et encore moins une montée, une fascisation de l'État bourgeois dont on nous rabâche les oreilles, au moins depuis les années 60. On peut penser par exemple à la RAF qui justifiait ses actions et la lutte armée par le fait que oui, ça mettrait à nu la vraie nature de l'État, ça la pousserait à réprimer davantage les populations et du coup à montrer sa nature fasciste. Alors pas du tout. Aujourd'hui, on a toutes sortes de dispositifs qui font que la démocratie n'a pas besoin de se suspendre au profit d'un régime autoritaire, voire fasciste, mais qu'elle a tout un ensemble de modalités qui permettent de prendre en charge les populations de manière différenciée. Et donc Nucleus insiste là-dessus. Il nous dit en effet qu'il est certain qu'une telle résurgence du fascisme n'est nullement nécessaire compte tenu de tout ce qui peut être fait pour des raisons de sécurité au nom du libéralisme et de l'État capitaliste. Confinement sécuritaire, détention sans procès, torture, extradition, exécution sommaire, suspension de liberté et de droit sans qu'il ne soit jamais rétabli, etc. Donc toutes ces mesures permettent d'une certaine manière de faire tout ce que le fascisme... Tout ce que le fascisme doit faire en suspendant complètement l'ordre constitutionnel. Voilà, oui, pour neutraliser la menace révolutionnaire. Et tout ça, le libéralisme, maintenant, avec tous ces dispositifs-là, est en mesure de le faire sans se suspendre lui-même. Et du coup, ça résonne notamment avec le texte de Boukalas, qui nous dit que finalement, on n'assiste pas à un état d'exception, mais plutôt à une nouvelle phase de l'étatisme autoritaire qui est une tendance inhérente à l'état capitaliste normal, démocratique, et ça rejoint aussi dans une certaine mesure toutes sortes de critiques de l'antifascisme aussi, c'est-à-dire que voilà, ils tentent souvent en pointant le danger fasciste à oublier la critique de la démocratie libérale finalement quoi. Et ça me semble très intéressant parce que ça montre que finalement ce qui est à critiquer dans la sécurité, c'est pas la fascisation rampante, c'est vraiment la démocratie libérale comme mode de gouvernement et régime politique très, très fluide qui s'adapte en fonction des situations et qui est de ce point de vue-là particulièrement pernicieuse en quelque sorte et particulièrement difficile à critiquer parce qu'on ne va pas... On ne mobilise pas toutes ces modalités de gestion sécuritaire au nom de, comme le faisait le fascisme, au nom de, je sais pas, de la défense de la race ou je ne sais quoi, mais on la mobilise au nom de la démocratie, donc au nom de au nom des gens. Au nom des gens, oui. Et du coup, c'est pour ça que de la critique de Nucleus et de la critique de la sécurité telle qu'on a voulu l'élaborer et la mener dans ce bouquin et dans cette émission, c'est que la critique de la sécurité doit être nécessairement, à notre avis, articulée à une critique radicale de la démocratie. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas défendre les droits démocratiques, les droits démocratiques. Tant qu'on est dedans. Oui, tant qu'on est dedans, oui. Mais il faut l'articuler à une critique radicale de la démocratie aussi. Et peut-être pour conclure sur ce que tu dis, on pourrait presque dire que le fascisme, c'est justement la sécurité à un stade du capitalisme où cette sécurité ne peut être assurée que par un système extra-constitutionnel avec une suspension des lois démocratiques, alors que maintenant on est arrivé à un stade du capitalisme où on n'a même plus besoin, pour atteindre cet état de sécurité, de suspendre les libertés constitutionnelles. Ouais, voilà. Et on peut aussi rajouter le fait que le fascisme, c'était quand même un mode de gouvernement et un régime politique qui correspondait à un stade spécifique du capitalisme, avec un mouvement ouvrier quand même fort, avec une menace révolutionnaire, avec l'URSS, etc. Du point de vue des imaginaires qui lui étaient associés. Or, tout cela a disparu, avec notamment le mouvement d'intégration du prolétariat qu'on a mentionné à diverses reprises dans cette émission. Et du coup, aujourd'hui, on n'a plus besoin de passer au fascisme, puisqu'il n'y a plus une nécessité fonctionnelle de passer à un gouvernement fasciste. Et tout ce que... on peut ponctuellement mobiliser justement les mesures de certains dispositifs sécuritaires pour cibler certaines populations, recréer de l'adhésion, etc., sans passer par un régime fasciste, quoi. Et ben du coup, je pense qu'on a fait le tour un peu de cette critique de la sécurité comme catégorie fondamentale du capitalisme. Et on voit bien qu'on ne peut pas se limiter aujourd'hui à remettre en cause les politiques sécuritaires,
à remettre en cause la répression policière, même si évidemment il faut le faire et c'est hyper important de décrypter ces phénomènes et de s'y opposer. Pour ce qui est de l'analyse, au moins, on l'a fait dans d'autres émissions de sortir du capitalisme. Mais il ne faut pas en rester là. Et il faut aussi remettre en cause fondamentalement le capitalisme, et notamment une catégorie centrale du capitalisme qu'on n'avait pas forcément identifiée avant, puisqu'on avait identifié le travail, sur lequel on a fait de nombreuses émissions, l'argent, sur lequel on a fait une émission avec Léon de Matisse, et puis voilà, maintenant on a un nouveau venu dans cette liste des catégories fondamentales qu'il faut dépasser et abolir, c'est la sécurité capitaliste qui notamment a un impact très très quotidien, puisque ça empêche des relations sociales qui ne soient pas pensées sur le calcul de risque, et du coup évidemment ça limite forcément la sécurité, la richesse des relations sociales. Et en tout cas on espère que cette émission aura permis peut-être de repenser toutes ces questions et peut-être de porter une critique encore plus radicale, donc au sens d'aller aux racines du problème de la société capitaliste. Bon, merci Memphis. Merci. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.